Le 3 février 1976, à quelques kilomètres de la frontière de l'Oyarada, un bus scolaire est arrêté et détourné par un commando du FLCS. À l'intérieur, des enfants. En quelques heures, Djibouti se retrouve au cœur d'une crise qui va marquer l'histoire du pays et accélérer, peut-être malgré elle, la marche vers l'indépendance. C'est un épisode douloureux mais essentiel pour comprendre comment notre nation est née. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ali Robienne et aujourd'hui on va revenir ensemble sur cet épisode très peu documenté de notre histoire, la prise d'otage de l'Oyarada. En lisant le livre Histoire de Djibouti, les enfants de l'Oyarada et quelques archives, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de vidéos qui racontent clairement ce qui s'est passé durant cette période. Le contexte, les tensions, les responsabilités et surtout les conséquences. Alors, pour réaliser cette vidéo, j'ai fait de mon mieux pour rassembler, comprendre et surtout transmettre. Si vous apprenez quelque chose durant cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à me laisser un commentaire. C'est comme ça que l'on fait vivre notre devoir de mémoire. À la fin du 19e siècle, la France s'installe sur les côtes de la mer Rouge. Le territoire qui deviendra plus tard Djibouti n'est alors qu'un simple comptoir stratégique. L'objectif n'est pas d'y développer une colonie de peuplement, mais bien de mettre en place une base militaire et commerciale avancée de la France pour pouvoir contrôler et surveiller le détroit de Bab el-Mandeb, cette porte vitale reliant l'océan Indien à la mer Rouge. Dès le départ, Djibouti n'est pas une colonie classique, c'est une pièce d'échiquier. Pour la France, Djibouti est un poste avancé de son empire colonial. Pour l'Éthiopie voisine, c'est un souffle. Le port de Djibouti est sa seule ouverture maritime et dès l'époque du roi Ménélik II, un lien fort se tisse entre Addis Abeba et les gouverneurs français. La voie ferrée franco-éthiopienne devient la colonne vertébrale de la région à partir de 1917. Pourtant, en 1946, la France réorganise ses colonies. Elle ne classe pas Djibouti parmi les territoires destinés à l'indépendance. La métropole transforme le statut de la colonie en territoire d'outre-mer, en déclarant qu'il y a un lien particulier avec ses habitants. Derrière cette formule, une réalité. La France ne veut pas perdre une base aussi stratégique. Pendant ce temps, le vent de l'indépendance souffle déjà sur l'Afrique. Partout, les empires s'effondrent. Et à Djibouti, des voix commencent à s'élever. En 1958, un premier référendum est organisé. Paris pose la question. Voulez-vous rester dans la communauté française ? Les résultats montrent une large victoire du oui, mais ce vote est entaché d'irrégularités. Beaucoup de Somaliens et d'Issa, soupçonnés de sympathie indépendantiste, sont rayés des listes électorales. Pendant les années 60, la situation reste bloquée. Et puis arrive un tournant, la visite du général de Gaulle en 1966. Il s'attend à un accueil triomphal. À la place, il trouve une marée humaine de milliers de personnes qui crient tous d'une seule voix « Indépendance, maintenant ». Suite à cela, la situation dégénère, les tensions montent et les forces de l'ordre ouvrent le feu. Il y a eu 4 morts selon les chiffres officiels. Mais à Djibouti, tout le monde sait que ces chiffres ne disent pas toute la vérité. بلا أدقيسة إميسا أرواحو يتيو قاليو إسلالي أحمد كي لا دورتي يوم محا نبي اللوي أحمد كي لا دورتي يوم محا نبي اللوي عبي بكر صديقي إنو علي بايلتيفو الرحمن يورو بسم الله تيمعو بسم الله تعرف الماينو الرحمن كتاس الماينو دعربو ريناري دعربو ريناري دعربو ريناري دعربو ريناري الرحمن سني هوري بسم الله سني معو قرابة سني مالو توبو كويتا سني بالعا سني ترينا
Ce jour-là laisse une blessure profonde. De Gaulle repart furieux. Et pour calmer la situation, Paris change le nom du territoire. La côte française des Somalies devient le territoire français des Afars et des Issa. Ce changement de nom n'est pas un détail. C'est une stratégie de division. En jouant sur les appartenances ethniques, la France espère briser l'unité du mouvement national. À la tête du gouvernement local, un homme fort émerge. Ali Aref Burhan. C'est une personnalité complexe, habile, cultivée et profondément francophile. Il gouverne avec autorité, soutenu par Paris, en misant sur la communauté Afar. Mais son pouvoir repose sur une équation fragile, l'exclusion politique des Issa et la dépendance vis-à-vis de la France. Dans l'ombre, un autre mouvement s'organise, le FLCS, le Front de libération de la côte des Somalies. Né à partir des années 60 et souvent basé en Somalie, il milite pour l'indépendance immédiate et parfois même le rattachement à la Somalie voisine. Ses membres sont jeunes, idéalistes et convaincus que la voie politique est bloquée. Entre 1970 et 1975, les tensions montent à Djibouti. Plusieurs attentats sont recensés. Par exemple, la British Bank est attaquée. Ali Aref et sa femme eux aussi sont attaqués. Mais encore, l'ambassadeur de France à Mogadiscio est pris en otage pour réclamer l'indépendance de Djibouti. Au sein de ce territoire, le Ali Aref commence à être de plus en plus contesté et il répond par la répression. Le climat devient donc explosif à Djibouti. Mais les partis Afar n'étaient pas contre les Français quand Ali Aref était au pouvoir. Ça c'est vrai. C'est pas que la masse Afar, les masses Afar n'étaient pas contre les Français, mais c'est M. Ali Aref et ses cliques qui n'étaient pas contre les Français. Il est vrai qu'aujourd'hui aussi, ils font semblant d'être des champions de l'indépendance. Et tout ce peuple qui vous entoure, il est au courant que c'est faux. M. Ali Aref n'a jamais été contre le colonialisme français, mais c'est pour récupérer ses privilèges perdus. Et vous voulez le départ de la France? Nous voulons le départ du colonialisme français. Nous aimons bien le colonialisme français et non pas le peuple français. Le peuple français, c'est un peuple ami avec lequel on peut faire beaucoup de choses. 21h59. Le 31 janvier 1976, un gendarme djiboutien, Saïd Ali Omar, est assassiné dans des conditions qui choquent toute la population. Pour beaucoup, c'est le signe qu'un seuil vient d'être franchi. Quelques jours plus tard, une fouille ciblée révèle une véritable armurerie clandestine à Djibouti. Fusils d'assaut, grenades, pistolets automatiques et caisses de munitions. Ce n'est plus un simple climat de tension, c'est la preuve qu'un affrontement se prépare. En quelques heures, le territoire bascule. Barrages militaires, fouilles systématiques, contrôle renforcé, Djibouti entre en état d'alerte. Le 3 février 1976, un bus scolaire quitte la base militaire française de Djibouti en direction du collège d'Amboli. À son bord, 31 enfants, fils et filles de militaires français ou de coopérants. Mais devant le collège d'Amboli, caché non loin du terminus, un commando du FLCS surgit. Ils sont 4, armés et déterminés. Ils vont prendre en otage le bus et ses enfants et s'enfuir avec à la frontière somalienne. Ce commando exige la fin du référendum prévu sur l'indépendance, la libération des prisonniers politiques et l'indépendance immédiate de Djibouti. Le haut-commissaire adjoint M. Froment, présent sur les lieux, laisse le bus franchir la frontière vers l'Oyada, espérant éviter un bain de sang. Mais la tension reste à son comble. Les Français encerclent la zone et les négociations piétinent. De plus, le soir, 2 nouveaux membres rejoignent le commando. Le lendemain matin, le 4 février 1976, les forces françaises lancent un assaut coordonné. Des coups de feu éclatent, le bilan est terrible. Selon les sources officielles, les 6 preneurs d'otages sont tués. Une jeune fille française, Nadine Durand, perd la vie et un enfant disparaît. L'affaire fait le tour du monde. Les images des enfants, les visages des soldats, le sable rempli de sang à l'Oyada, tout devient symbole d'une situation coloniale à bout de souffle. À Djibouti, la colère monte et les expulsions massives reprennent. En quelques semaines, c'est près de 40 000 Somaliens qui sont expulsés à la frontière. La France, encore sous le choc de l'émotion internationale, essaie de se repositionner dans ce contexte.
Ainsi apparaît un nouvel homme, Christian Dornano, nommé haut-commissaire. Sa mission est très claire. Il doit calmer la population, réconcilier les peuples et surtout préparer la sortie française. Dès son arrivée, le haut-commissaire libère Ahmed Dini Ahmed, figure respectée du mouvement national, emprisonné durant le gouvernement d'Ali Aref. Chaque jour, il rencontre discrètement un autre homme clé, Hassan Gouled Abtidon. Les deux hommes apprennent à se connaître, à se faire confiance. Autour d'un café, dans le bureau du haut-commissariat, ils discutent longuement. Ce sont ces conversations quotidiennes qui vont tracer la route de l'indépendance. Pendant ce temps, Ali Aref s'isole. Contesté et soupçonné, il perd progressivement le soutien de Paris. Son régime s'effondre sous le poids des contradictions. Ce sera Abdallah Mohamed Kamil qui assurera la transition durant ces périodes troubles qui ont duré 18 mois. Après le I'ada, tout s'accélère. Cette affaire a permis de révéler au monde entier le drame djiboutien, un peuple divisé mais uni dans le désir de liberté. La France comprend très vite que la situation est intenable. Christian Dornano, alors haut-commissaire à Djibouti, lance une transition politique. Il organise sous la supervision de la France des élections à Djibouti. Dans ce contexte, Ali Aref démissionne et les deux anciens adversaires politiques, Ahmed Dini et Hassan Gouled, semblent être les piliers d'un futur gouvernement djiboutien. Le 27 juin 1977, au petit matin, Djibouti-Ville se réveille dans un mélange d'électricité et d'émotion. Les rues débordent de monde. Anciens combattants, mères voilées tenant leurs enfants par la main, jeunes brandissant des drapeaux, vieillards venus voir ce qu'ils n'avaient jamais osé espérer. Sur la place principale, les soldats français abaissent pour la dernière fois le drapeau tricolore. Un silence impressionnant s'abat sur la foule. Puis, doucement, les chants montent et devant des milliers de regards, le nouveau drapeau est hissé. Il monte lentement comme si tout un peuple retenait son souffle. Lorsque le drapeau a atteint le sommet du mât, l'explosion de joie était immédiate. Les larmes, les cris et les accolades. Pour la première fois, Djibouti est libre. Pas par la guerre, pas par les armes, mais par la patience, la stratégie et le courage d'un peuple qui n'a jamais cessé d'y croire. Ce jour-là, c'est Ahmed Dini qui prononce l'indépendance. 8 mai 1977. Article 1er. L'indépendance nationale est proclamée. La République de Djibouti, une et indivisible, indépendante et souveraine, est proclamée. Sa devise est unité, égalité et paix. Pour conclure, aujourd'hui encore, on doit raconter cette histoire parce qu'elle nous raconte une vérité. Notre liberté n'a pas été offerte, elle a été arrachée avec dignité. Et au-delà d'être un drame, le I'ada est d'abord un tournant pour l'histoire de Djibouti. En effet, le I'ada, c'est le moment où, dans la poussière d'une route frontalière, un peuple en entier a décidé que plus jamais il serait une possession. Alors, souvenons-nous des noms, souvenons-nous des visages des enfants, souvenons-nous que derrière chaque drapeau, il y a des sacrifices invisibles et silencieux qu'on oublie parfois. Et disons à notre jeunesse que notre rôle aujourd'hui n'est pas seulement de se souvenir de ces histoires, mais de continuer à construire notre indépendance jour après jour par le savoir, la créativité et la paix. Puisque notre drapeau ne flotte pas non seulement au vent, il flotte sur la mémoire de ceux qui ont un jour osé rêver la liberté. Si tu veux soutenir ce travail de mémoire, alors abonne-toi, like, partage et surtout commente ce que représente pour toi l'A'ada. Ensemble, faisons vivre notre histoire.